j'ai appelé mes parents pour leur annoncer que mon mari venait de mourir dans un accident, que j'étais à l'hôpital, et leur seule réponse a été « On ne va pas pouvoir, ta sœur fait sa promotion ». Un mois plus tard, ils ont débarqué chez moi pour exiger la moitié des 10 millions de pesos de l'assurance, et là, forcément, j'ai compris que cette fois, il allait falloir mettre les choses au clair. Je m'appelle Renata, j'ai 29 ans. J'ai été marié à Santiago pendant 5 ans, 5 années qui ont eu la durée d'un battement de cils et le poids d'une vie entière en même temps. On s'est rencontrés à l'université, lui en génie civil, moi en comptabilité. On s'est mariés presque tout de suite après, encore porté par cette certitude euphorique que le meilleur commençait enfin. Santiago a décroché un poste dans une entreprise de construction, et moi, j'ai commencé dans un petit cabinet comptable près de Reforma, le genre d'endroit où tout le monde se connaît, où le café est presque toujours trop clair, mais où l'ambiance reste douce. À force de patience, d'efforts et de renoncement, on a acheté une petite maison en direction du sud, vers Tlalpan, dans un lotissement simple et calme. Il y avait un minuscule jardin devant et une grille blanche qui me faisait sourire parce qu'elle avait l'air tout droit sortie d'une carte postale. Oui, c'était un peu kitsch, je le sais, mais nous, on adorait. Le week-end, Santiago passait son temps à réparer quelque chose, repeindre un mur, planter des fleurs, retoucher une étagère. Il terminait toujours avec les mains pleines de terre ou de peinture sur le t-shirt, et malgré ça, il avait cet air heureux, comme si ce petit bout de maison était son projet le plus précieux. À cette époque, on parlait beaucoup d'enfants. Pas à moitié, pas en l'air, Santiago rêvait de devenir père avec une intensité qui se voyait dans ses yeux. Il avait déjà des prénoms en tête. Renata, on va avoir les plus beaux enfants, me disait-il quand on était allongé dans le salon à regarder n'importe quelle émission. Mais qu'ils aient ta tête, et si possible ma taille. Moi, je n'étais pas pressé de tomber enceinte, honnêtement, mais son enthousiasme était contagieux. À force de l'entendre se projeter, je me surprenais à répondre sans hésiter, oui, moi aussi, je veux ça. Quelques semaines avant l'accident, on est allé voir Marco, un ami de fac de Santiago, qui vit vers Cuernavaca. On est parti après le déjeuner pour éviter le gros des bouchons, mais on a quand même mis plus de 2 heures. Marco venait d'avoir un bébé, et Santiago était surexcité à l'idée de le rencontrer. On a passé une belle journée, on a mangé, discuté, ri, et lui a passé l'après-midi entière avec Matteo dans les bras, à lui faire des grimaces, à poser 1000 questions, comme s'il suivait une formation accélérée de jeune papa. Au retour, tout était normal au début. On parlait de revenir bientôt. Santiago plaisantait en disant qu'il serait un meilleur père que Marco, qu'il apprendrait à nos enfants à jouer au foot correctement, tirer des pénaltys, lancer une vraie partie entre copains, pas juste rester vissé au canapé à regarder les matchs. Il avait beaucoup plu ce jour-là, et la route était encore mouillée. Santiago conduisait prudemment, comme toujours. C'était le genre d'homme qui met son clignotant, qui ralentit en virage même si personne ne le fait, qui préfère perdre 2 minutes plutôt que prendre un risque. On approchait de l'entrée de la zone urbaine quand on est arrivé dans un virage plus serré. Il a ralenti. Je m'en souviens parfaitement, parce que je lui ai dit, tu fais bien d'y aller doucement. Et d'un coup, sans avertissement, une voiture a déboulé dans notre voie. Trop vite. Beaucoup trop vite. Tout s'est joué en quelques secondes. Santiago a donné un coup de volant pour éviter le choc frontal. J'ai crié. J'ai entendu le fracas du métal contre le métal, j'ai senti mon thorax se serrer de peur, puis la voiture d'en face nous a frappé du côté conducteur. Après ça, je n'ai plus d'image nette, seulement des sensations, des tours, mon corps sans contrôle, le vacarme, puis un impact sec. Plus tard, j'ai appris qu'on avait percuté un poteau. Ensuite, plus rien. Noir total. Je me suis réveillé à l'hôpital 3 jours plus tard. J'avais mal partout. Ma tête bourdonnait comme si on la pressait de l'intérieur. Mon bras gauche était plâtré, j'avais des bandages à plusieurs endroits. Une infirmière s'est approchée dès qu'elle a vu mes yeux s'ouvrir. « Madame, comment vous sentez-vous » Je n'ai même pas su quoi répondre. La première chose qui est sortie, c'est « Et Santiago ?» Où est Santiago ? L'infirmière a pris cette expression qu'on n'oublie jamais. Elle n'a pas répondu. Elle s'est tournée et est allée chercher le médecin. Quelques minutes plus tard, le docteur Salazar est entré. Un homme déjà âgé, cheveux gris, avec ce sérieux qui annonce le pire avant même qu'un mot soit prononcé. Il s'est assis près de moi, a parlé lentement, avec précaution. « Renata, je suis désolé. Votre mari n'a pas survécu à l'accident.
Il est mort sur le coup. Je ne sais pas si j'ai crié. Je ne sais pas combien de temps j'ai pleuré. Je me souviens seulement d'avoir manqué d'air, comme si on m'avait creusé un vide au milieu du corps. On m'a sédaté parce que j'étais en panique totale, c'est ce qu'on m'a expliqué ensuite. Quand je me suis réveillé de nouveau, le médecin m'a détaillé mes blessures, bras cassés, 3 côtes fissurées, une commotion cérébrale, des coupures et des contusions un peu partout. Il m'a dit, vous avez eu beaucoup de chance. Peut-être de l'extérieur. À l'intérieur, je ne me sentais chanceuse de rien. Le lendemain, un agent est venu me parler. Il m'a expliqué que l'autre conducteur était alcoolisé à 3 heures de l'après-midi, un dimanche. Il s'était engagé dans notre voie, avait continué sur plusieurs mètres avant de perdre le contrôle plus loin et de s'écraser. Il avait survécu avec des blessures légères. Mon mari, non. Cette journée-là, je l'ai traversée dans un brouillard épais. Les infirmières entraient et sortaient. Je hochais la tête sans vraiment entendre. Une psychologue de l'hôpital, spécialisée dans l'accompagnement du deuil, a essayé de parler avec moi. Je la voyais bouger les lèvres, mais sa voix me parvenait comme de très loin. Dans ma tête, une seule phrase tournait en boucle, Santiago voulait être père, et il n'était plus là. Le 3e jour où j'étais pleinement consciente, j'ai rassemblé mon courage pour appeler mes parents. Pas par habitude. Pas par fierté. Par nécessité. J'étais seul dans un lit d'hôpital, le corps brisé, le monde effondré. J'avais besoin de ma mère. J'avais besoin de mon père. Ma mère, Claudia, a répondu. Elle semblait distraite, comme si elle faisait autre chose en même temps. Allô? Maman, c'est Renata. Ah, salut ma fille. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis occupé là. J'ai avalé difficilement. Maman? Santiago et moi, on a eu un accident. J'ai marqué une pause, la gorge verrouillée. Il n'a pas survécu. Santiago est mort. Silence quelques secondes. Puis elle a lâché. Oh, Renata, c'est terrible. On est désolé. Et c'est tout. Comme si je lui avais dit que mon frigo était tombé en panne. Maman, je suis à l'hôpital. Je ne peux pas traverser ça toute seule. J'ai besoin que toi et papa veniez. J'ai besoin d'aide pour organiser l'enterrement de Santiago. Je ne peux même pas marcher correctement. Elle a répondu d'un calme glacial. Ma chérie, tu appelles vraiment au mauvais moment. Fernanda vient d'avoir une promotion et on organise un repas ce week-end à la maison. Tout est prévu depuis des semaines. Et en plus, le voyage de célébration part dans quelques jours. On ne peut rien déplacer. Je suis restée muette. Maman, mon mari est mort. Oui, Renata, je comprends, mais Fernanda a fait beaucoup d'efforts. Et puis, la famille de Santiago est là, non? Ses parents, sa sœur. Ils peuvent s'occuper de tout, non? Elle a raccroché. Comme ça. Je suis resté à fixer l'écran de mon téléphone pendant 10 minutes, incapable de comprendre ce qui venait de se passer. Santiago était mort. J'étais hospitalisé. Et mes parents étaient préoccupés par un déjeuner et un voyage. 1 heure plus tard, les parents de Santiago sont arrivés, Hector et Marila, avec leur fille Lucia. Je me suis toujours bien entendu avec eux. Ils n'étaient pas parfaits, mais chez eux, on s'aimait pour de vrai, on se protégeait, on se disait les choses sans faux semblant. Dès qu'ils sont entrés dans la chambre, on s'est effondré. Hector m'a serré très doucement pour ne pas me faire mal et m'a murmuré, « Renata, on va traverser ça ensemble. Tu n'es pas seule. » Marila, la main tremblante, a pris la mienne, sentit t'aimer tellement. Il parlait de toi tout le temps. Lucia, elle, a été un tourbillon d'efficacité. Elle m'a apporté des vêtements de la maison, m'a aidé à me laver les cheveux dans le lavabo de l'hôpital, m'a acheté les choses essentielles auxquelles je n'avais même pas pensé. Ne t'inquiète de rien, Renata. On s'occupe du veillé, de la messe, du cimetière. Toi, récupère. La veillée a eu lieu la même semaine. Je n'ai pas pu y assister, j'étais encore trop mal. Lucia est venue avec son téléphone et m'a mise en visioconférence quelques minutes pour que j'entende les prières, pour que je sente, même à distance, qu'on lui disait adieu avec dignité. Je n'ai rien dit de mes parents. J'avais honte. Eux venaient de perdre leur fils, et malgré leur douleur,
c'était encore eux qui prenaient soin de moi, qui remuaient ciel et terre pour m'éviter de porter seul ce poids écrasant. Pendant ce temps, mes propres parents n'étaient même pas capables de renoncer à un repas. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis resté à fixer le plafond de la chambre, et sans le vouloir, je suis reparti en arrière. Des années de petites choses. Des détails en apparence insignifiants qui, accumulés, ne l'étaient plus du tout. Avec Fernanda, ça avait toujours été pareil. Toujours. Petite, Fernanda avait des problèmes à l'école, elle séchait les cours, répondait mal, rendait ses devoirs en retard. Quand l'établissement appelait mes parents, ils la défendaient. Là elle s'ennuie, le niveau est trop bas pour elle. Ma mère ajoutait. Les professeurs ne comprennent pas sa créativité. Moi, j'étais l'élève modèle, présence parfaite, bonne note, discrète, disciplinée. Quand je rapportais des diplômes ou des félicitations, mon père disait, bien, les accrochait sur le frigo une semaine, puis il disparaissait sous les tickets de caisse et les listes de courses. Au lycée, Fernanda passait tout juste, moi je passais mes soirées à étudier. Au moment de l'université, pour Fernanda, ils ont payé les cours privés, les préparations, tout ce qu'il fallait pour qu'elle entre dans une école privée très chère. Pour moi, c'était, toi, tu es débrouillarde, tu vas t'en sortir. J'ai décroché une bourse dans une bonne université, et malgré ça, à table, on parlait surtout de Fernanda. De son potentiel. De son caractère spécial. De tout ce qu'elle allait accomplir, même quand elle n'achevait rien. Quand Fernanda a quitté l'université en plein milieu pour se chercher, mes parents l'ont applaudi et l'ont laissé vivre à la maison sans contribuer à rien pendant des années. Quand moi, j'ai obtenu mon diplôme et trouvé mon premier emploi, la question qu'on m'a posée, c'était « Et toi, quand est-ce que tu pars ?» On veut récupérer ta chambre pour que Fernanda ait son espace. Même à mon mariage, Fernanda a réussi à voler l'attention. Elle est arrivée en retard parce qu'elle avait eu une catastrophe capillaire. À la fête, elle a trop bu, a pris le micro pour un faux discours qui ressemblait à une moquerie déguisée. Je suis fier de Renata, elle a enfin trouvé quelqu'un capable de la supporter. Santiago s'était mis en colère. Moi, je lui avais dit de laisser tomber, c'est ma famille, ils sont comme ça. Le pire, c'est qu'ils avaient toujours une excuse pour elle. Si elle était virée d'un travail, c'était parce qu'on ne comprenait pas ses idées. Si elle abîmait la voiture de mon père en conduisant avec son téléphone, c'était la faute de l'autre conducteur. Si elle s'endettait avec ses cartes pour acheter des choses inutiles, c'était parce qu'elle méritait de se faire plaisir, elle travaille beaucoup. Et là, quand j'avais besoin d'eux pour enterrer mon mari, ils étaient occupés à fêter sa promotion. Les jours suivants à l'hôpital se sont écoulés comme si quelqu'un avait baissé le volume du monde. La famille de Santiago venait tous les jours. Ils m'apportaient à manger, me tenaient au courant des démarches pour la messe, me demandaient si j'avais besoin de quelque chose. Hector et Marilla ont tout géré, pompe funèbre, paroisse, cimetière, formalités administratives. Lucia m'a même apporté des vêtements pour la messe et m'a aidé à choisir ma tenue parce que je ne tenais pas debout. Santi voudrait te voir soigner, m'a-t-elle soufflé. Il était tellement fier de sa femme. 3 jours avant la messe, j'ai décidé de laisser une dernière chance à ma famille. J'ai envoyé un message WhatsApp à ma mère avec tous les détails, date, heure, lieu. La messe pour Santiago est jeudi à 11h à la paroisse près d'ici. Ensuite on va au cimetière. J'espère vraiment que vous pourrez venir. J'ai besoin de vous. Elle a répondu 2 heures plus tard. Renata, on part demain avec Fernanda. Avec sa promotion, elle a reçu un bonus et elle nous offre une semaine à Cancun. On ne peut pas annuler. Fernanda a fait beaucoup d'efforts et mérite de célébrer. Désolé. On ne pourra pas. Je suis resté à fixer le message, les mains glacées. Cancun. Le soleil. La mer. Pendant que j'allais enterrer mon mari. J'ai appelé Fernanda. Elle a décroché aussitôt, joyeuse, comme si elle attendait mon appel. Renata. Maman m'a dit pour Santiago, c'est triste. Petite pause de convenance, puis elle a repris, excitée. Mais devine quoi? On part à Cancun. J'ai eu un gros bonus, j'ai voulu faire quelque chose de spécial avec la famille. Fernanda, la messe est jeudi. Tu ne peux pas décaler le voyage de quelques jours? Sa voix a changé immédiatement, devenue froide. Renata, je ne vais pas modifier mes plans.
Les gens meurent tout le temps, c'est la vie. Moi, je ne suis pas promu tous les jours. Je veux fêter ça avec mes parents, ils sont fiers de moi. Tu parles de mon mari. C'était ton beau-frère. Renata, je le connaissais à peine. Et ce n'est pas comme si déplacer le voyage allait le ramener. Arrête le drama. Je n'ai rien répondu. J'ai raccroché. Toute ma force m'a quitté d'un coup. J'ai lancé mon téléphone contre le mur de la chambre d'hôpital. Et c'est là que j'ai compris, vraiment compris, comme un coup silencieux, ma famille ne m'aimait pas. Pas de la façon dont j'avais essayé d'y croire toute ma vie. J'étais la fille utile, la fille stable, celle qui ne faisait pas de vagues, celle qui servait de comparaison pour valoriser Fernanda. Mais le jour où ma vie s'est brisée, ils n'ont même pas essayé d'être là. Le jeudi s'est levé gris, avec une pluie fine. L'hôpital m'a prêté un fauteuil roulant parce que je marchais encore mal. La famille de Santiago est passée me prendre et m'a accompagné à la paroisse. L'église était pleine, collègues de la construction, amis, voisins, cousins, des gens qui l'aimaient sincèrement. Santiago était ce genre d'homme qui se souvient de ton anniversaire, qui t'aide à déplacer un meuble sans qu'on lui demande, qui te fait sentir que tu comptes. Pendant toute la messe, je me suis retourné vers le fond, porté par l'espoir absurde de voir apparaître mes parents, même en retard. Ils ne sont pas venus. Aucun des deux. Au cimetière, pendant que le cercueil descendait, Lucia s'est approchée et m'a demandé à voix basse. Renata, et ta famille? On pensait qu'ils viendraient. J'ai senti la honte me brûler le visage. Je ne voulais pas le dire, mais je l'ai dit. Ils sont partis en voyage. Fernanda a eu une promotion et ils n'ont pas voulu manquer la célébration. Hector et Marilla se sont regardés sans parler. Lucia a serré les lèvres pour se contenir, puis elle a lâché. Ta famille m'a toujours semblé étrange, mais ça n'a pas de pardon. Après ça, je suis resté une semaine de plus à l'hôpital. Les médecins voulaient surveiller la commotion, vérifier que je ne perdais pas l'équilibre en marchant et que la douleur diminuait. La famille de Santiago a été là tous les jours. Ils m'aidaient pour les exercices de rééducation, m'apportaient des livres, restaient assis avec moi quand je n'avais envie de parler à personne. Quand j'ai enfin pu sortir, Hector et Marilla m'ont raccompagné à la maison. Ouvrir la porte et entrer sans Santiago a été la chose la plus dure de toute ma vie. Tout était resté exactement comme avant, sa tasse de café dans l'évier, ses bottes à l'entrée, ses notes sur le frigo dans son écriture, acheter du lait, ne pas oublier les ampoules. Le silence avait un poids. Lucia m'a aidé à trier ses vêtements et ses affaires personnelles. On a donné beaucoup de choses, mais j'ai gardé sa chemise en flanelle préférée et son alliance. Hector s'est assis avec moi pour commencer à comprendre l'avalanche de papier qui s'abat quand quelqu'un meurt, démarches, compte joint, assurance, tout ce qu'on n'apprend jamais tant qu'on n'y est pas forcé. 2 semaines plus tard, quand je pouvais m'asseoir sans vertige et marcher lentement sans sentir le sol se dérober, je suis allé voir Maître Benitez, l'avocat qui avait aidé Santiago pour l'achat de la maison et pour son testament chez le notaire. Je m'attendais à quelque chose de simple, une assurance vie classique, un peu d'épargne. Il a posé des documents sur son bureau. Renata, Santiago était très prévoyant. D'après son testament, vous héritez de tout, la maison, les comptes, son fonds de retraite. Jusque-là, d'accord. Puis il a poursuivi. Il avait aussi 2 assurances. L'une par son entreprise, dans son package de prestations, et l'autre souscrite personnellement il y a quelque temps, précisément pour vous protéger s'il lui arrivait quelque chose. Les 2 réunis représentent 10 millions de pesos, et vous êtes l'unique bénéficiaire. J'ai eu l'impression de manquer d'air. Et 10 millions? Oui. Et il existe une autre police, plus modeste, de 250 000 pesos, destinée aux frais funéraires. Je suis sorti du cabinet comme si je marchais dans l'eau. Santiago ne m'avait jamais donné le montant exact. Je savais qu'il avait une assurance, oui, mais pas à ce niveau. Pourtant, ma première pensée n'a pas été « ma vie est réglée ». Ma première pensée, c'était « je donnerai tout cet argent pour te revoir franchir cette porte une seule fois ». L'argent ne s'assoit pas avec toi dans le salon. L'argent ne te serre pas dans ses bras. L'argent ne te dit pas « je suis rentré ». L'argent ne remplit pas le silence. J'ai demandé 2 semaines supplémentaires au travail pour me réorganiser. Mon patron s'est montré compréhensif et m'a laissé revenir progressivement. Le travail m'a aidé parce qu'il m'obligeait à penser à autre chose, ne serait-ce que quelques heures. Environ un mois après l'accident,
j'ai eu pour la première fois une semaine sans appels absurdes, sans sursaut, sans personne qui exige quoi que ce soit. J'étais toujours en deuil, bien sûr, mais j'arrivais à me lever, à cuisiner, à traverser un après-midi sans me sentir au bord de la rupture à chaque minute. La famille de Santiago m'appelait régulièrement, et je suivais une thérapie de deuil, un jour après l'autre. Puis, vers la 5e semaine, un samedi en fin d'après-midi, j'ai entendu des voitures se garer devant chez moi. Je me suis penché à la fenêtre, la berline de mes parents et le SUV de Fernanda. Mon estomac s'est noué immédiatement. Ils ont sonné. J'ai ouvert. Ma mère est entrée avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux, m'a donné une embrassade rapide. Renata, ma fille, comment tu vas? On s'est tellement inquiété. Mon père, Roberto, regardait autour de lui comme s'il évaluait un bien immobilier. Fernanda avançait lentement dans le salon, touchant les objets, comme quelqu'un qui visite un appartement à louer. Elle a pris un des trophées photos de Santiago, l'a levé et a dit. Très jolie maison, tu as beaucoup d'espace. J'ai senti une colère froide me traverser. Qu'est-ce que vous voulez? Ma mère s'est assise sur le canapé et a tapoté le coussin à côté d'elle. On n'a plus le droit de venir voir notre fille? On voulait savoir comment tu gères ta perte. Ta perte. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Tu parles de la mort de Santiago? De la messe où vous n'êtes pas venu parce que vous étiez à Cancun? Un silence lourd est tombé. Fernanda a parlé la première, comme d'habitude. Renata, on était en état de choc. On ne savait pas comment réagir. C'est pour ça qu'on est parti. On avait besoin de temps pour digérer. Je l'ai observé. Même ses mensonges sonnaient faux. Qu'est-ce que vous voulez, ai-je répété. Mes parents ont échangé un regard. Ma mère s'est raclé la gorge. Eh bien, Madame Gomez, la voisine, nous a dit que tu avais reçu un gros versement de l'assurance de Santiago. Je me suis souvenu de cet appel. Madame Gomez m'avait demandé comment j'allais payer toutes les dépenses, et encore sonné, j'avais dit quelque chose comme « l'assurance vie couvrira les frais ». Ça avait suffi. Ma mère a poursuivi, sur le ton de quelqu'un qui demande un service anodin. On s'est dit que tu pourrais aider Fernanda. Elle cherche un appartement et elle a besoin d'argent pour l'apport. Avec la moitié, elle pourrait acheter quelque chose de très bien. La moitié. 5 millions de pesos. La moitié de l'assurance vie de mon mari mort pour financer l'appartement de ma sœur. Mon père a enfin pris la parole, grave, paternaliste, comme s'il donnait une leçon. Renata, Fernanda a beaucoup travaillé. Elle mérite un bon logement, et toi, tu as largement de quoi faire. Je les ai regardés, tous les trois, assis dans mon salon. Le salon où Santiago et moi parlions d'enfants. Le salon où on construisait des projets. Le salon où je dînais seul désormais. Et j'ai compris quelque chose de douloureux dans sa netteté, soit je ne les avais jamais connus, soit je m'étais menti pendant des années. Sortez, ai-je dit. Renata, ne sois pas égoïste, a répliqué ma mère. Fernanda est ta sœur. Sortez de chez moi. S'il vous plaît. Cette fois, plus fort. Fernanda s'est levée, le visage dur. Tu es complètement irrationnel. On est une famille. La famille s'entraide. Ma voix tremblait. Où était ma famille quand j'étais à l'hôpital? Où était ma famille quand j'avais besoin d'enterrer Santiago? Vous vous intéressez à moi uniquement parce que vous pensez pouvoir m'arracher de l'argent. Pas pour moi. Jamais pour moi. Ils sont partis, la bouche serrée. Ma mère s'est encore retournée sur le pas de la porte, comme si elle attendait que je cède au dernier moment. Je ne l'ai pas fait. Quand la porte s'est refermée, je me suis écroulé sur le canapé et j'ai pleuré pendant 2 heures. Pas seulement de tristesse. De rage. De fatigue. De lucidité brutale. Je croyais que ce serait fini, qu'ils auraient au moins honte et qu'ils me laisseraient en paix. Je me trompais. Le lendemain, les appels ont commencé. Ma mère a appelé 6 fois. Quand j'ai fini par répondre, elle a dit. Renata, il faut discuter calmement. Fernanda a besoin de cet argent et tu fais un blocage absurde. J'ai raccroché. Ensuite, Fernanda. Je n'en reviens pas que tu réagisses comme ça. Je suis ta sœur. Je ne t'ai jamais rien demandé. C'était faux. Elle m'avait demandé de l'argent des dizaines de fois, pour se dépanner,
sans jamais rembourser un centime. J'ai raccroché encore. Puis un long message vocal de mon père, il était, déçu de mon égoïsme. Santiago, aurais-tu honte de moi, de me voir, tourner le dos à la famille? Ce message-là a allumé quelque chose en moi, net et irréversible. Je les ai bloqués. Ils n'ont pas abandonné. Ils ont commencé à m'écrire depuis d'autres numéros. Ma tante Patricia, la sœur de mon père, m'a envoyé des messages pour me dire de bien réfléchir, que ça se règle en privé, que je ne devais pas exposer la famille. Je n'ai pas répondu. Elle a même voulu organiser une rencontre chez mes parents, comme si c'était moi qui devais demander pardon. C'est à cet instant que j'ai compris, ce qui leur faisait mal, ce n'était ni Santiago, ni moi. Ce qui leur faisait mal, c'était l'image. Puis ma mère a choisi l'escalade publique. Elle a posté un long message sur Facebook, larmoyant, dans lequel elle racontait qu'une de ses filles avait reçu de l'argent et refusé d'aider sa famille, dans un moment difficile. Elle n'a pas cité Santiago. Elle n'a pas mentionné qu'ils étaient partis en voyage le jour de la messe. Elle n'a pas dit d'où venait cet argent. Elle a présenté l'histoire comme si j'avais touché un gain inattendu et que je me montrais mesquine. Les commentaires ont afflué, cousins, connaissances, paroissiens de leur église, voisins. Et quelle honte, comment peut-on refuser d'aider sa sœur, la famille avant tout? Je lisais ça et je sentais l'injustice me brûler. Au bout de 2 jours, je n'ai plus supporté. J'ai publié ma version. Calme. Datée. Factuelle. J'ai expliqué que mon mari était mort dans un accident, que j'avais été hospitalisé, que j'avais demandé de l'aide pour organiser les adieux, et qu'on m'avait répondu non à cause d'un repas et d'un voyage pour la promotion de ma sœur. J'ai ajouté les captures WhatsApp où ma mère écrivait qu'il partait à Cancun et ne pouvait pas venir à la messe. J'ai aussi publié la capture du message de Fernanda, mot pour mot, les gens meurent tout le temps, ce n'est pas une raison pour arrêter de profiter. J'ai enfin joint des extraits des messages où il me traitait d'égoïste parce que je refusais de donner 5 millions de pesos pour un appartement. La réaction a été immédiate. Cette fois, les commentaires n'étaient plus contre moi, mais contre eux. Partir en vacances au lieu d'accompagner ta fille qui enterre son mari, c'est inhumain. Demander à une veuve de partager l'assurance vie de son mari, c'est ignoble. Ne leur donne rien. Ils ont montré qui ils sont. Quelle honte de famille. Le poste de ma mère a disparu rapidement, mais c'était trop tard. Le mien avait déjà circulé. Capture d'écran, partage, reprise. En une semaine, tout le monde savait. 2 semaines plus tard, j'ai reçu un email de ma mère. Pas un appel. Pas un message. Un email formel, froid, presque administratif. En résumé, mon spectacle avait déshonoré la famille, ils étaient indignés par mon avarice et mon manque de loyauté, et à partir de ce moment, ils coupaient tout contact avec moi. Je n'étais plus la bienvenue chez eux. Ils ne me rechercheraient plus. Et ils espéraient que j'étais satisfaite d'avoir choisi l'argent plutôt que la famille. Je suis resté devant l'écran, puis un rire sec m'a échappé. L'audace. Eux qui me disaient ça. Eux qui n'étaient revenus vers moi qu'à l'odeur de l'argent. Eux qui avaient pris l'avion pour la plage pendant que j'enterrais mon mari. Et malgré tout, ce que j'ai ressenti ensuite n'a pas été de la douleur. C'était du soulagement. Comme si, pour la première fois de ma vie, on me retirait un poids que je portais depuis toujours sans même en avoir conscience. Je n'avais plus à me battre pour une place. Plus à prouver que je valais quelque chose. Plus à mendier un amour qui ne venait jamais. Pendant ce temps, la famille de Santiago est restée fidèle à elle-même, présente. Quand je leur ai raconté l'épisode Facebook et l'email, Marila a secoué la tête et m'a dit « Renata, tu es mieux sans des gens comme ça autour de toi. » Et là, j'ai pris une décision venue du cœur. Fin novembre, pendant l'un de ces dîners de famille qu'on fait avant que décembre nous tombe dessus, j'ai invité Hector, Marila et Lucia à dîner chez moi. Je voulais les remercier. Je voulais retrouver une sensation de maison sans culpabilité. J'ai cuisiné ce que Santiago aimait à cette période, dinde au four, farce selon la recette de Marila, purée de pommes de terre, salade de pommes, et une pâte simple. J'avais envisagé un dessert, mais ce soir-là, rester debout était déjà une victoire. Après le repas, je leur ai dit que j'avais besoin de parler. Mes paumes étaient moites. Je réfléchis beaucoup à l'assurance vie de Santiago, ai-je commencé. Je sais qu'il voulait me protéger, mais je sais aussi à quel point il vous aimait.
Et je veux que vous soyez en sécurité. Je veux vous donner la moitié. 5 millions de pesos. Le silence. Marila a porté la main à sa bouche, les larmes aux yeux. Renata, non, on ne peut pas accepter ça. Hector a secoué la tête. Cet argent est le tien. Santiago l'a prévu pour toi. Lucia me regardait sans trouver les mots. J'ai respiré profondément. Santiago vous aimait vraiment. Et moi aussi, je vous aime. Vous avez été là quand plus personne n'était là. Je ne veux pas que vous traversiez des difficultés. S'il vous plaît. Il m'a fallu insister. Ils refusaient par fierté et par respect. Finalement, ils ont accepté à une condition, que tout soit cadré légalement, qu'il n'y ait aucune ambiguïté possible, et que je continue à me sentir membre de la famille. On a signé un accord simple avec Maître Benitez. Une fois les documents en règle, j'ai effectué le transfert à l'agence avec l'autorisation de la banque. Pas en une seule opération, on l'a programmé en 2 versements pour éviter tout blocage. Tout a été transparent. Ça fait 6 mois maintenant. Aujourd'hui, je vais bien, autant qu'on peut aller bien après ce genre de perte. Santiago me manque tous les jours. Parfois, un souvenir me percute comme si c'était la première semaine. Mais j'ai appris à être seul sans me sentir abandonné. J'ai gardé mon travail, parce qu'il m'aide à occuper mon esprit. Je continue la thérapie de deuil. Je vis dans la maison qu'on avait achetée ensemble, avec sa chemise pliée dans un tiroir et ses notes encore collées sur le frigo, parce qu'étrangement, voir son écriture m'apaise. Je ne suis pas prête à rencontrer quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si je le serai un jour. Pour l'instant, non. J'ai de quoi vivre sereinement, oui. Mais le plus important n'est pas là. Le plus important, c'est que j'ai autour de moi des gens qui se soucient réellement de moi. Je n'ai plus aucune nouvelle de mes parents ni de Fernanda depuis cet email. Parfois, je me demande si Fernanda a fini par acheter son appartement. Puis je repense à la façon dont elle m'a parlé, à leur voyage, à leur arrivée chez moi à mesurer mes biens du regard, et la question s'éteint d'elle-même. La famille de Santiago est devenue ma famille. On déjeune ensemble le dimanche. Il m'inclut dans tout. Lucia m'appelle, ma sœur, et ce n'est pas une formule. Hector et Marila me traitent comme une fille et exactement comme des parents devraient traiter leurs enfants. Au fond, j'ai fini par comprendre une vérité qui m'a coûté des années, la famille n'est pas toujours une affaire de sang. La famille, c'est ceux qui restent quand ton monde s'écroule. Et aujourd'hui, enfin, j'en ai une.